Pascal, dans ta vie de parent, tu es papa d'enfants handicapés et tu as plusieurs fois dit j'ai souvent décidé à la place de mes enfants et c'était un tort. Et ton combat, c'est la valorisation de la personne vivant avec un handicap comme citoyen à part entière. Et dans ton dernier ouvrage, tu proposes d'adopter un paradigme fortement axé sur l'autonomie. Tu proposes même la création de nouveaux métiers, déclencheur d'autonomie, architecte domoticien, etc. Bref, tu sembles être un vrai convaincu des possibilités d'inclusion des personnes en situation de handicap. À toi. D'abord, merci de m'accueillir et vous êtes bien trop bon de dire tout ça, Patrick. Tu me fais beaucoup d'honneur. Moi, je suis un simple parent, un tout petit bonhomme et qui a eu beaucoup de chance de rencontrer ses enfants. Je vais simplement faire une toute petite introduction pour vous dire un peu ce que je fais et après on reviendra sur le solide de pourquoi j'avais envie de vous dire quelques mots. Je suis aujourd'hui le créateur d'une association qui s'appelle Handidactique. Handidactique, ça a un sens. Et quelles sont ses fonctions? On est à peu près 230 personnes et nous sommes à peu près 11 pays aujourd'hui qui travaillent avec nous. Ça nous permet, comme l'expliquait tout à l'heure Joseph, c'est avoir un regard sur ce qui se passe ailleurs, ça nous enrichit. Le premier chantier de Handidactique, c'est l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est permettre aux personnes vivant avec un handicap. Ah oui, tiens, je vais vous le dire tout de suite, c'est mieux. Je n'aime pas dire personne handicapée. Je n'aime pas dire personne en situation de handicap. Je préfère dire personne vivant avec un handicap, parce qu'il y a le mot vivant entre handicap et personne. Et qu'à partir du moment où on oublie le mot vivant, on oublie beaucoup de choses. Donc l'accès aux soins, c'est un travail de longue haleine et nous avons lancé, après le rapport d'État qui a été fait, une charte qui s'appelle la charte Romain-Jacob. Ça vous dit quelque chose, la charte Romain-Jacob? Vous en avez entendu parler? Oui? Non? Un peu? Non, pas du tout. C'est une charte qui est un guide éthique et elle est accessible pour tous. Elle a été écrite en facile à lire et à comprendre et elle est à la disposition de tous pour permettre de définir un petit peu les bonnes pratiques de l'accès aux soins, non pas à travers la théorie des professionnels de santé, mais à travers le dialogue, de l'accompagnement des personnes vivant avec handicap et des soignants. Mais pour que ça fonctionne, cette charte, nous avons voulu l'évaluer et c'est la raison pour laquelle nous avons créé Handifaction. Handifaction, c'est la contraction de handidactique et de satisfaction. C'est un questionnaire qui est permanent, qui a été lancé il y a 4 ans. Il y a aujourd'hui 35 000 répondants et qui vous permettent de savoir. Et pour que vous ayez accès à tout ça, vous pouvez avoir sur votre téléphone une application qui s'appelle Handifaction sur votre téléphone. Vous verrez, c'est extrêmement facile et ça vous permettra, lorsque vous rencontrerez et vous voyez au quotidien des personnes allant se faire soigner, elles peuvent répondre à ce questionnaire. Alors, on a mis en place, pour ceux qui, pour les lieux de soins, vous verrez, et si par hasard vous alliez dans un lieu de soins où cette affiche n'est pas, eh bien, je vous invite à la mettre. Normalement, il a été décidé qu'elle soit partout, mais il y a peut-être encore un ou deux endroits, c'est pas fait. Bon, on verra bien. Donc ça, c'est un premier champ. Handifaction, aujourd'hui, pique, parce que tous les 2 mois, nous avons des résultats.
qui sont transmis à tous les niveaux de l'État, du plus haut au plus bas, et ça nous permet de piquer un peu, parce que quand on se trouve avec 20% de refus de soins sur l'enquête, on est bien malheureux. La deuxième notion de notre chantier, c'est la formation des professionnels de soins au handicap. Que ce soit une formation initiale ou continue. Nous avons fait, à partir de la charte Romain Jacob, une deuxième charte Romain Jacob sur la formation, qui est le guide éthique de formation. Elle a été signée le 22 mai dernier à Reims. Et là, j'ai donné à Bruno des films que je vous demande de distribuer, qui vous montreront ce que nous avons fait depuis 2 ans sur l'université de Reims. Nous avons invité tous les soignants, tous les étudiants soignants, qu'ils soient médecins, kinés, infirmières, dentistes, pour valider leurs examens de 2e année, on leur a invité à faire un stage dans un lieu de vie des personnes vivant avec un handicap. Et le film que nous vous proposons est justement ce stage. Et vous verrez, c'est assez intéressant. Et si vous avez l'occasion de le passer, vous allez voir, c'est assez motivant. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai besoin de vous, plus que jamais. Car si j'ai aujourd'hui 11 universités qui vont suivre Reims en 2019, je n'ai pas encore l'université de Nice et les facultés de médecine de Marseille. J'espère que dans votre belle région, nous allons pouvoir, grâce à vous et aux doyens des facultés que je dois rencontrer très prochainement, j'espère qu'il y aura des lieux d'accueil pour tous ces étudiants du soin et du prendre soin. Et ça, je pense que ça serait extrêmement bien qu'on se serve de ce marchepied que vous êtes pour apprendre à ces futurs soignants à ne pas se trouver face au handicap quand l'urgence se l'impose, avec une peur au ventre, de ne pas comprendre ce que veut la personne. Ce film peut vous intéresser et vous motiver. Le troisième chantier en didactique, c'est le travail que nous avons avec les 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire que nous avons des réflexions sur l'ensemble de ce qui se passe dans le monde de la différence. Et tous ces chantiers-là, auxquels de nombreuses personnes d'API et de l'UNAPI ont participé, ont donné lieu à, notamment pour les 2 dernières années, à 2 grands chantiers. Un premier livre qui a été « Il n'y a pas de citoyen inutile ». Et ce livre est aujourd'hui totalement disponible et est assez intéressant. Et le dernier est un livre que nous avons écrit qui s'appelle « Liberté, égalité, autonomie ». Vous aurez l'occasion de pouvoir le voir. Je crois qu'il y a une distribution ou une vente de ces livres qui vous permettront de travailler et de regarder un petit peu ce que nous ont dit les personnes dans le cadre de ces réunions. Alors, réunir aujourd'hui des personnes vivant avec un handicap, avec une vingtaine ou une trentaine de sénateurs et de députés, c'est assez intéressant parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est une découverte totale et ça fait des compagnons de notre cause assez vite. Le 4e chantier que nous avons est un chantier qui vous intéresse aussi, puisque nous avons, et nous travaillons beaucoup sur les lieux de soins, nous sommes responsables du pilotage de la certification des lieux de soins que l'on appellera la V2020, 2020.
là je vais avoir besoin de vous aussi, parce que nous sommes en train de refaire complètement le cahier des charges. C'est la première fois que la Haute Autorité de Santé inclut dans sa certification la personne vivant avec un handicap. C'est un progrès immense. On a besoin du travail de chacun. On a besoin de savoir ce qui va, ce qui ne va pas. On a besoin de savoir ce que veulent les personnes. Et on aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler. C'est important parce que cette certification doit nous permettre d'éviter un grand nombre de souffrances des personnes qui se trouvent refusées par le système de soins français. Le dernier chantier, il est tout récent, que nous avons commencé tout récemment, quelques semaines. On nous a demandé de penser à l'accueil des personnes vivant avec un handicap pour les Jeux Olympiques de 2024. Et il va venir en France 200 000 spectateurs vivant avec un handicap, 10 000 athlètes et leur environnement, et 1500 journalistes vivant avec un handicap. Ça devient intéressant, c'est comment on va les accueillir et quelle image aura la France pour les accueillir auprès des 3,7 milliards de téléspectateurs qui regarderont les Jeux Olympiques. Je pense que c'est une formidable occasion de mettre le paquet et de permettre à la France de faire des progrès. Oh, on n'aura pas tout terminé, mais qu'il y ait des progrès sensibles faits d'ici là, pour ne pas passer trop ridicule. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Je voudrais simplement dire qu'on a des progrès à faire, mais qui soient lisibles, visibles, et qui soient quelque chose qui continue derrière. Le président de la République a défini 3 héritages des Jeux Olympiques. Il a défini que les Jeux Olympiques devaient donner un héritage à l'éducation. C'est important. Un deuxième héritage à la santé, on est encore dedans. Et un troisième héritage au handicap. Eh bien, c'est le moment de le saisir. Votre région va accueillir une partie des Jeux Olympiques, entre autres la voile, et je suis certain que sur cette région-là, nous allons pouvoir trouver et faire. Donc, le travail va se faire d'une manière assez simple. Nous allons écrire, encore une fois, une charte de l'accueil des personnes vivant avec un handicap pour les Jeux Olympiques. Et cette charte sera évaluée comme on évalue la charte Romain Jacob. Ça sera un moyen précis d'avoir et de préparer ce travail. Voilà à peu près le travail de l'association en didactique, et ça nous occupe beaucoup. Le chantier le plus important que je vois et qui, à mon avis, fait partie de l'urgence, votre urgence, notre urgence et l'urgence de Romain, de Clément, c'est de savoir comment on se comporte vis-à-vis d'eux. Oh, c'est sûr, personne de gaieté de cœur choisit de ne pas être autonome. Personne. Laissez-moi vous raconter une histoire toute petite. Un jour, j'étais avec Romain. Romain est infirme moteur cérébral, était, et épileptique au dernier stade. Romain était dans une coque
Et un dimanche soir, comme d'habitude, nous ramenions Romain dans sa chambre, dans l'établissement que nous avions construit avec ma famille. Et puis, il y avait dans la pièce Daphné, qui était l'aide de vie du week-end pour nous aider, Gloria, qui était l'aide-soignante pour l'accueillir, moi et Romain. On le passait de son fauteuil à son lit, dans la coque de son lit, et sans regarder, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma valise? Et j'entends une voix d'homme derrière moi me dire, ben quoi, papa? Elle est là, ta valise. Et là, j'entends pour la première fois la voix de Romain, 19 ans. Lui-même était rouge comme pas possible, parce qu'il avait entendu sa propre voix. Je ne vous parle pas de l'état Daphné et Gloria qui étaient en petit tas d'émotions. Mais moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait à Romain? Je l'ai surprotégé, je l'ai surmédicalisé. Je ne me suis même pas rendu compte qu'il avait tout dans sa tête. Il avait une actualité, il comprenait tout, il entendait tout, Qu'est-ce que j'ai fait? Il était autonome. Comment se fait-il que je n'ai pas vu ça? Alors, depuis et jusqu'à sa mort, Romain n'a plus eu du tout la même vie. Et ça a été la même chose pour Clément. Parce qu'on a découvert qu'ils avaient une énorme autonomie à travers une communication qui ne se faisait pas. Clément est infirme moteur cérébral et autiste. C'est pas mal comme dossier. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait de la vie de mes enfants? Alors, je dois vous dire très franchement que j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous dire que notre premier chantier aujourd'hui, c'est de valoriser les personnes. Et vous avez vu, et vous l'entendez, que institutionnellement aujourd'hui, Patrick le rappelait, on n'évalue pas les personnes handicapées, on les dévalue. Parce que évaluer, ça veut dire donner de la valeur. Enlever de la valeur, c'est d'évaluer. Et institutionnellement, on ne décrit les personnes vivant avec un handicap qu'à travers ce qu'elles ne savent pas faire. Et pire encore, de temps en temps, on va jusqu'à dire qu'elles ne savent rien faire. Moi-même, j'étais comme ça. Et j'ai pas compris. D'ailleurs, je vous propose, essayez de faire votre curriculum vitae en disant à votre futur employeur tout ce que vous ne savez pas faire. Vous allez voir, je vous promets un succès assez jobard. Valoriser la personne vivant avec un handicap, c'est la première chose, parce que si on part de l'inverse, comment voulez-vous que la société la regarde si l'institution
a déjà fait obstacle à un vivre ensemble. Mais ne croyez pas que cette utopie, aussi petite soit-elle, l'autonomie, est quelque chose d'essentiel. Avec Clément, il y a deux solutions. Ou on lui met un film DVD en espérant qu'il le regardera. Dans 99 chances sur 100, il ne le regardera pas. Ou vous le laissez démolir toute la bibliothèque de DVD, il choisit un film et il le regardera. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'autonomie, c'est quelque chose qui fait qu'on a l'autorité, non pas de faire, mais de choisir. Bien sûr, accompagner quelqu'un, c'est faire quelque chose pour lui. Il y a deux solutions. Ou on fait ce que veut l'accompagnant, ou on fait ce que veut l'accompagné. Et pour que ce soit ce que veut faire l'accompagné, il faut qu'il ait le choix. Et pour avoir le choix, il faut qu'il soit éclairé et qu'il soit susceptible de décider. Et s'il décide, il est plus digne que s'il ne décide pas. Et s'il est plus digne, il est plus autonome, il est plus avec tous. Il pourra interagir avec le reste. Il sera libre. Libre. Parce qu'il décidera. Celui qui ne décide pas n'est pas libre. Cette notion, c'est la dignité humaine. C'est une base. Et moi, dans ma vie de parent, j'ai beaucoup décidé à la place de mes enfants. Et je me suis considérablement trompé. Et depuis que nous travaillons différemment, depuis que je vois, dans nombreux pays où on n'a pas les moyens de mettre tous les dispositifs pour mettre à l'écart les personnes vivant avec un handicap. J'étais en Amérique du Sud et à une télévision, elle me demandait qu'est-ce que je pensais du handicap dans ce pays. Et je leur disais, votre pays a beaucoup de chance. La modestie des moyens que vous avez fait que vous n'allez pas faire les erreurs de certains pays qui mettent à l'écart les personnes vivant avec un handicap. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. La valorisation aujourd'hui d'une personne vivant avec un handicap, c'est une clé de voûte. Aujourd'hui, la loi de 2005 doit évoluer. Elle doit évoluer parce que le fait de partir institutionnellement dans le mauvais sens fait que tout le reste et sa structure a du mal à fonctionner. Oh, j'entends, au quotidien, et voire plus, toutes les difficultés que peuvent vivre les maisons départementales du handicap, dont, en fait, le programme et les méthodes sont totalement léonines. Comment voulez-vous que le rôle qui se définit à
évaluer, demander un projet et orienter correspond à ce que attendent les personnes vivant avec un handicap. Il faut que vous soyez, vous, tous les jours, des déclencheurs d'autonomie pour donner une envie d'être autonome, pour donner une envie d'avoir un projet. Et si on change cette clé de voûte, il va se passer une chose complètement différente. On va avoir un projet, on va évaluer les besoins d'accompagnement, de domotique. Oh tiens, sais-tu, Patrick, que nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas avoir d'école de domotique en France. C'est peut-être pour ça qu'on a des difficultés sur l'accessibilité, tu crois? C'est intéressant. Devenir des déclencheurs d'autonomie, c'est aujourd'hui essentiel, parce que lorsque une personne arrivera avec une envie d'être autonome, elle aura un projet. Et on n'orientera pas, on accompagnera ce projet sur la vie. On l'accompagnera dans l'endroit où il a envie de vivre. Ceci n'est que le fait d'être citoyen. Je ne sais pas si vous avez connaissance de la charte de l'ONU ou de ce que nous a dit Madame Davendas Aguilar. Tout le monde croyait qu'on nous disait qu'il fallait désinstitutionnaliser. Non, non, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit il faut que, non pas qu'on ferme des établissements, mais qu'on ouvre les portes de l'établissement. Et que l'établissement n'est plus en dehors de la vraie vie. Romain et Clément et tous leurs potes ont envie et n'ont aucune raison de ne pas être dans la vraie vie. J'avoue que, parlant avec des mamans, quand la porte de l'IME est la même que celle de l'école et qu'on emmène ces 3 enfants à l'école, c'est vachement plus digne. C'est vachement plus fort. Et il faut qu'on travaille ensemble pour ça. Il faut avoir envie de faire un IME et il faut que l'éducation nationale ait envie d'être. Si nous voulons valoriser, il faut aussi qu'on soit capable d'associer la personne vivant avec un handicap. Ça veut dire quoi, associer? C'est pas spectateur, c'est acteur. Je suis désolé, mais je ne pourrais pas accepter que l'on continue à refuser le droit de vote des personnes vivant avec un handicap. Comment voulez-vous qu'elles se défendent? Comment voulez-vous qu'elles écoutent un programme politique si on ne s'intéresse pas à elles? Quand une personne âgée Alzheimer au dernier stade, elle continue d'avoir son propre droit de vote. Comment peut-on accepter ça? Associer, c'est accompagner pour qu'elle soit actrice. Lorsque nous avons créé Passerelle, nous avons tout de suite, il y avait les élections en 2004 des municipales et 2 jeunes de Passerelle sont devenus des conseillers municipaux. Ça a été un échec. Parce qu'on était tout fiers qu'ils en fassent partie. On leur avait même donné des missions absolument fabuleuses, les uns et les autres. Simplement,
on s'est dit, ils peuvent le faire, et on ne les a pas accompagnés pour le faire. On ne leur a pas donné le coup de pouce, l'accompagnement. Pourquoi? Parce que associer les personnes, ça veut dire qu'on va leur permettre d'être dans la vraie vie, dans leur vraie vie, et dans la vraie vie de tous. Ça veut dire que le mot accompagnement doit aussi considérablement évoluer. Le mot accompagnement, c'est un mot valise. Le mot accompagnement, c'est apprendre à une personne vivant avec un handicap à être accompagnée par un non-professionnel. Ben oui, c'est fondamental. Parce que si vous n'êtes accompagné que par des professionnels, vous serez mis à l'écart. Et cette notion d'être accompagné par quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est d'être dans la vraie vie. On ne choisit pas son professionnel, on choisit son ami. Et son ami, c'est la vraie vie. Je ne dis pas que le professionnel n'est pas utile, il est fondamental. Il est très loin d'être valorisé dans son métier comme il devrait l'être. Car l'accompagnement déclencheur d'autonomie, c'est la base de la fraternité. C'est ça qui va valoriser le métier. Accompagner, c'est donner accès à la vraie vie en permettant à quelqu'un d'avoir une autorité auprès de ses accompagnants pour faire ce qu'elle veut et non pas faire ce que veut celui qui accompagne. C'est ça, associer les personnes. Les associer aussi, c'est les écouter. Et ça, je pense que tant qu'on ne s'imposera pas le temps d'écoute, même si c'est long, même si c'est difficile, on ne réussira pas. Valoriser, associer, maintenant il faut responsabiliser. Nous sommes en train de travailler sur l'école de l'autonomie. Je vous invite à regarder ce que c'est que l'école de l'autonomie. L'école de l'autonomie, nous sommes en train de le construire à travers des CAP. Un CAP, c'est un centre d'autonomie et de partage. C'est une ville qui s'intéresse aujourd'hui à offrir un habitat pour une personne, y compris lourdement handicapée qui le souhaite, à vivre en colocation dans un milieu ordinaire. Ce CAP est aidé par un plateau technique qui est co-encadré par la collectivité territoriale et des associations. Vous connaissez, pour nombreux d'entre vous, le Méchinon. Nous sommes en train de tester la colocation entre les personnes vivant avec un handicap. Et c'est incroyable. C'est une rencontre extraordinaire. À Saclay, nous avons réuni des étudiants, candidats, à venir être en location avec des personnes. On pensait qu'il y aurait 2-3 personnes. 900 inscrits. Ça les intéresse. Ça leur a donné envie. Mais ce qu'il y a de plus drôle, c'est quand on a testé la chose, on s'est dit, mais comment on va se faire le mariage, hein? C'est vrai, hein? Qui va choisir qui et comment et comment? Alors on a un coup de bol parce que
on ne s'en rendait pas compte, vous voyez, quand on innove, de temps en temps, il faut regarder, il faut oser. Et là, on a vu que si dans les 10 premiers jours, ça n'a pas explosé, on ne les voit plus. Ils vont au cinéma ensemble, on ne les voit plus. Et le plateau technique s'inquiète. Et c'est marrant. Mais ça vaut le coup parce que Françoise, qui depuis 1 an est en colocation, elle a un sourire. Waouh! Sa vie a changé. Non seulement elle a eu envie d'être autonome, mais maintenant elle a envie de travailler et elle va rentrer chez AXA. Elle est tétraplégique, trachéotomisée, avec un petit retard intellectuel. Aurélien travaille à Chartres. Je crois que cette notion de responsabilisation, on ne peut pas l'ignorer, car vous savez, comme le disait si bien tout à l'heure Joseph, en fait, le handicap fait partie du patrimoine de l'humanité. Mais ce n'est pas une raison pour déresponsabiliser les gens. Et celui qui veut, qui a envie, réussira 100 fois mieux que celui qui subira et à qui nous ne donnerons que des directives. Donc, donnez envie. Trouvez le courage de vouloir devenir autonome. Et comme le disait mon ami Richard Fernandez, qui est infirme moteur cérébral, il me disait, pour parler à tes réunions, pour parler, tu ne t'imagines pas l'effort que je suis obligé de faire. Mais ta passion pour moi, que tu as de mon autonomie, m'oblige à faire l'effort pour permettre d'être avec vous. Aujourd'hui, tout ça, ça ne peut tenir debout que si nous sommes capables d'être présents au moment où c'est nécessaire, c'est-à-dire d'évaluer. Je travaillais avec les patients ressources, on aura peut-être l'occasion qui travaillent sur toutes les maladies psychiques, à Valenciennes. Qu'est-ce que c'est qu'un patient ressource? Un patient ressource, c'est une personne qui a l'expertise et l'expérience de la maladie psychique ou de toute autre maladie. Elle sait comment elle en est sortie. Et nous lui avons proposé qu'elle accompagne celui qui a aussi envie de s'en sortir. Et nous leur avons permis à ces patients ressources d'être en lien direct, consenti par les deux parties, la personne patient ressource comme la personne malade, de pouvoir dialoguer sur leur expertise et leur expérience. La maladie psychique est très sinusoïdale. Ça va pas, ça va pas. On voit le mieux du médicament et après on voit les inconvénients du médicament. On voit le mieux du médicament, après on voit et on arrête et on démarre. En 1 an et demi, nous avons divisé par 2 les suicides et divisé par 4 les allées et venues à l'hôpital, parce que toute personne qui était à côté d'un patient ressource disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on pouvait lui téléphoner. On pouvait trouver un dialogue. On pouvait éviter beaucoup de choses. Cette responsabilisation de ces personnes
n'est qu'un exemple dans le Passion Ressources. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est nécessaire que les personnes vivant avec un handicap soient évaluées pour prendre les métiers qui les concernent. Comment vous pouvez supporter que dans les ministères, les personnes en responsabilité du handicap sur 17 ministères, aucune ont embauché une personne vivant avec un handicap. C'est un affront. Il faut que nous ayons une image bien meilleure d'eux. Et puis je vais vous dire, si l'image est meilleure, on aura plus confiance et on réussira ensemble. Ces 5 ambitions que sont valoriser, associer, responsabiliser, accompagner et évaluer doivent nous permettre, avec une clé de voûte nouvelle qui serait celle d'un regard à travers une personne qui a une capacité et dont l'envie d'être autonome, pour une autonomie aussi petite soit-elle, fasse que son sourire donne envie à ceux qui ne sont pas des professionnels, mais à tous ceux qui les entourent et qui leur sont familiers, de trouver une cohérence d'accompagnement qui fasse que leur vie soit plus digne. Mais digne, pas dans un coin, mais au milieu de la société. Romain et Clément ont un grand rôle à jouer. La dernière fois, Romain était en fauteuil, je me baladais dans un village et la directrice de l'école me dit « Il faut que vous veniez à l'école expliquer pourquoi vos enfants sont dans un fauteuil. » Alors, si vous pouvez venir, parce qu'on va réunir les classes et on va le faire. Ok. Je lui ai dit, c'est pas moi qui viendrai, c'est Romain. Et elle me dit, mais Romain ne parle pas. Alors, comment on va faire? Ben, on va apprendre à parler avec Romain. J'ai emmené Romain, et quand on met Romain avec les enfants, on lui explique que lorsque Romain serre la main, c'est pour dire non, et lorsqu'il ouvre la main, c'est pour dire oui. Donc j'ai, à toute la classe, appris à parler avec Romain. À demander à Romain s'il comprenait les mots handicap, vie, souffrance, et tout en 5 minutes. Tous les enfants des classes primaires se sont mis à parler avec lui. Ça devait durer, aller 1 heure. Au bout de 2 heures, on n'arrivait pas à sortir les enfants de la classe. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'en voyant les parents le dimanche d'après, à la fête de l'école, aucun enfant n'a été dire à ses parents que Romain ne parlait pas. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus beau pour une personne vivant avec un handicap que d'être dans la vraie vie. Car ne vous méprenez pas.
à travers les obstacles qui ne leur permettent pas d'être dans la vraie vie. Ils voient la vraie vie, ils en ont envie, mais n'y ont pas accès. C'est à nous de changer tout ça. Merci de votre attention.